Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. Alors avant de conclure, j'aimerais qu'on aborde l'importance de s'adapter à sa cible. Toi, tu l'as mentionné une fois ou deux déjà sur les différences entre plusieurs élèves. Pour moi, c'est quelque chose de central dans mon métier en UX. Le fait d'adapter le ton, d'adapter le vocabulaire ou même les parcours utilisateurs selon si on s'adresse à telle ou telle cible, par exemple à des personnes qui sont très à l'aise avec les nouvelles technologies ou pas, des scientifiques, on va utiliser les termes scientifiques. Si c'est plus pour du grand public, on va utiliser des termes qui parlent plus à tout le monde, etc. Et donc toi, tu l'as dit, hein, tu as récemment changé de public, changé de collège. Tu avais fait 10 ans en REP+, et donc tu as rejoint cette année un collège plutôt privilégié. Ça m'intéressait de savoir comment tu as préparé cette transition et comment tu la vis au quotidien en ce qui concerne toujours les expériences que tu proposes à tes élèves. Alors ça a été très stressant. Je t'en avais parlé quand j'avais eu ma mutation. J'avais le sentiment, donc 10 années de REP+, j'avais le sentiment que je pouvais plus enseigner ailleurs parce que je m'étais vraiment adaptée à mon public. Et ça avait été quand même une source de stress, cette mutation. Je travaille avec des élèves, effectivement, qui sont dans des quartiers plutôt privilégiés. Et je me suis dit, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes difficultés. Il va falloir complètement tout changer. Alors, dans les faits, ça reste des élèves, donc, et ça reste le même programme. Donc, d'un collège à un autre, on est censé aborder et faire le même travail. Mais dans les faits concrets, euh, on perd du temps parfois, par exemple, dans des collèges où ils vont être en grande difficulté pour des choses basiques que quand je suis arrivée en septembre, ils savaient déjà faire. Donc, mon cours, je vais le remodifier plus parce que je vais moins didactiser les documents, moins les simplifier, peut-être donner des documents scientifiques bruts issus de la recherche, par exemple, pour les Mhm. troisièmes, là où je mettais avant des graphiques que j'avais retravaillés, simplifiés, rendus ultra lisibles, etc. Donc ça passe par moins simplifier mes cours, les faire plus écrire, parce qu'en fait, ils sont plus à l'aise avec l'écriture. Donc je vais leur demander de me faire des raisonnements plus poussés. Et je vais aller plus loin aussi dans les attendus de connaissances. Où avant je m'arrêtais au programme officiel et j'allais pas plus loin. Là, je vais toujours leur donner une petite connaissance en plus qu'ils verront en seconde. Je fais plus de liens avec le parcours qu'ils auront au lycée, etc. Ok. Après, sinon, les scénarios restent le même. J'essaie de garder ce côté un peu ludique que j'avais avant et qui faisait que ça marchait aussi en REP+, et qui fait que ça cartonne aussi dans ce collège-là parce que ils s'embêtent moins Mm. aussi. Moi, je me dis toujours, globalement, si moi je m'ennuie, eux, c'est encore pire. Et si moi, j'adore ce que je fais et mon cours, je le trouve cool, eux, ils vont adorer. Donc, j'essaie de garder ce petit côté-là. Et puis, je suis, je demande un peu plus au niveau des connaissances. Mais après, c'est pas non plus énorme la différence. Ok. Bon, après, je retravaille tout parce que les programmes sont différents d'un collège à l'autre. En SVT, on n'est pas obligé d'étudier un chapitre en cinquième, un autre en quatrième, un autre en troisième. Chaque professeur est libre. Et il y a des chapitres que je faisais avant en cinquième que cette année je dois faire en troisième. Donc je suis obligée de les retravailler D'accord. dans le sens où ils ont 2 ans de plus, quoi. C'est l'établissement qui décide quels chapitres sont vus dans quelle classe? C'est les professeurs de l'établissement. D'accord, ils se mettent, enfin, les professeurs d'une discipline se mettent d'accord entre eux pour dire, Donc voilà, on en va prendre. sciences.
En sciences, ok. Non, par exemple, en histoire, vu que c'est chronologique, Oui, ils ont des années bien précises, ils doivent aborder la Seconde Guerre mondiale, etc. Nous, on a un cycle. Donc, globalement, il faut qu'à la fin de la troisième, ils connaissent les cellules, membranes, noyaux, chromosomes, ADN. Puis nous, on étudie ce qu'on veut en cinquième, en quatrième, en troisième. d'accord. Et du coup, ça change d'un établissement à l'autre. Ah oui, je savais pas du tout ça. Mm. Donc, tu as dû rencontrer ton collègue en fin juin, j'imagine, enfin quand tu as eu ta mutation, Mm. pour voir avec lui comment c'était et refaire tes cours pendant l'été. C'est C'est ça? ça, exactement. Il m'a donné la progression qu'ils avaient avec l'ancienne collègue. Mhm. Parce que si moi je prends les quatrièmes et que je fais ce que je veux, ils l'auront peut-être déjà fait en cinquième. Oui. Donc ça veut dire que 2 années de suite, ils vont faire la même chose. Et du coup, il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Il y a Ouais. quelque chose qu'ils n'auront jamais fait. Ok. C'est ça. D'accord. Euh, ça me fait penser, tu m'avais dit que donc tu t'es fait inspecter là cette année dans ce nouvel établissement Mm, et que l'inspectrice t'avait dit qu'elle voyait bien que tu venais de RED+, par rapport à tout le contenu qui était collé au mur mm. enfin, ou les petits trucs et astuces que tu pouvais avoir dans ton cours. C'est quoi, par exemple, ces choses pour lesquelles ça se voit que tu viens de RED+. Bah, elle m'a fait rire parce qu'elle est passée vers mon bureau et j'ai des petits tampons sur mon bureau avec des smileys, good job, des petites étoiles, etc. Donc, c'est des trucs où je vais passer pendant le cours. Donc, imaginons, ils sont censés faire un graphique. Ils m'appellent quand ils ont fini, je vérifie avec eux s'ils ont bien coché tous les critères pour réussir et hop, ils ont le petit tampon avec le pouce en l'air. Et ils sont trop contents. Des trucs comme ça où par exemple j'ai des petites étiquettes animaux. Alors c'est vraiment des trucs qu'on pourrait se dire ça marche en primaire, mais les troisièmes, s'ils ont plus de 18 sur 20, ils ont le petite étiquette animal. Un Un animal, petit stickers, un quoi. petit stickers. Et ils sont tous là à vouloir 18 sur 20 parce qu'ils veulent leur étiquette. Là, c'est des petits trucs comme ça que j'ai ramené de RED+, ils ont pas forcément avec d'autres professeurs et tout. Et ça les éclate. Ils sont trop contents. Ok. Ou des petits badges, par exemple, je leur ai fabriqué des petits badges quand ils travaillent en équipe. Ça, c'est des trucs qui se font avec plein de profs, hein, mais le médiateur qui va devoir gérer le groupe et la prise de parole, celui qui va gérer le temps. Et donc, ils ont aussi un petit badge comme s'ils étaient en entreprise avec Ah oui. un rôle à jouer. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, des déguisements quand on fait des scènes de théâtre, Mhm. des petits trucs qui sont marrants. Ok. Ouais, du coup, ça rajoute à notre liste d'outils finalement qui participent à la mémorabilité de tes cours, à la notion de récompense dont on Mm, n'avait pas parlé, et puis la notion d'interaction avec du matériel, mm. que ce soit les badges ou bah, j'imagine enfin les badges, les déguisements, et puis de toute façon on n'en a pas parlé, mais en TP de biologie, j'imagine que l'interaction avec le matériel, il y Mm. en a forcément. Et ça, c'est aussi une des bases qui fait qu'ils vont se souvenir, c'est que quand on leur montre une expérience sur document et quand on leur fait faire l'expérience, ça n'a rien à voir. Ah oui, En fait, le document, 1 heure après, ils l'auront oublié. Alors que si on leur a fait récupérer l'ADN d'une banane, enfin, ça, ils vont s'en souvenir. mm, C'est comme les dissections. Si on regarde une photo d'un cœur ou que je leur demande de découper le cœur d'une dinde, ça va rester pendant des années, quoi. ouais, Donc le côté manipulation, expérience, etc., ça, ils adorent. ok. Et c'est aussi pour ça que cette matière, elle est géniale. Et ça, tu en parlais tout à l'heure en disant, je leur demande 3 ans après s'ils se souviennent des extraterrestres. Toi, tu as cette possibilité, parce que tu suis parfois les mêmes élèves pendant les 4 années de collège, Mm. bah justement, de voir s'ils se souviennent longtemps après de quelque chose. Oui. C'est, Alors, cette année, j'ai pas de recul vu que je suis arrivée en septembre, mais dans mon ancien collège, je travaillais énormément avec ma collègue de SVT, et en fait, on avait les mêmes cours. d'accord. Donc, si moi, je faisais l'activité, je vais appeler ça l'activité mammouth, l'année d'après, si j'avais les élèves que elle avait eu, et je leur dis, mais vous vous rappelez l'activité mammouth Ah oui, l'activité mammouth, ils s'en souviennent. Ok. Et ça, en fait, ça fonctionne vraiment, quoi. Là, cette année, j'ai tous les cinquièmes, mais je les aurai pas en quatrième l'année prochaine. Donc, je ferai le test quand je les retrouverai en troisième, on verra s'ils se souviennent. Ok. Je te dirai ça dans 2 ans. Très En bien. tout cas, ça marchait. À Vaux-en-Velin, ça fonctionnait bien. Super. Euh,
Du coup, là, on a parlé d'un changement de cible global, du REP+, à cet établissement plus privilégié. Euh, Au sein d'un environnement, tu l'as dit aussi, il y a des différences entre les enfants, Mm. que ce soit à l'époque en REP+, ou aujourd'hui dans cet autre quartier. Est-ce que tu arrives et comment tu t'y prends en fait pour proposer des expériences un petit peu individualisées euh, et pour s'adapter aux différences de niveau finalement? Il faut savoir que dans l'éducation nationale, c'est très cadré. Un élève qui est en difficulté, par exemple, il peut avoir des aides officielles au brevet. On appelle ça des PAP, plans d'accompagnement personnalisé, ou alors des aides un peu moins officielles mais généralisées par tous les professeurs qu'on va appeler des PPRE. Donc nous, les élèves qui sont en grande difficulté, souvent, ils sont entre guillemets étiquetés, c'est-à-dire que les professeurs vont savoir quel est le problème, est-ce que c'est une dyslexie, est-ce que c'est un problème de dyscalculie, etc. Et nous, on va pouvoir leur proposer des évaluations qui vont être aménagées, par exemple plus de temps, moins d'écriture, donc des textes à trous, des exercices où ils vont relier une réponse A avec une réponse C, par exemple. Et puis dans les cours également, on va pouvoir aménager en proposant, alors moi je mets en place soit des petites aides ponctuelles, donc ils ont des boîtes avec des coups de pouce. Donc le coup de pouce niveau 1 si ils sont un petit peu en difficulté, niveau 2 si vraiment ils galèrent, puis niveau 3 si vraiment ils ont rien compris. Et là, eux-mêmes vont se servir. Ils vont Ok, dire, ah ben le coup de pouce niveau 1 m'a pas suffi, je vais prendre le niveau 2. Ou alors, moi, je peux aller leur proposer, si je vois qu'ils mettent trop de temps, qu'ils se sont pas mis dedans, soit je leur fais une petite aide à l'oral, mhm, soit je leur amène une aide physique papier, par d'accord. exemple. Et autre possibilité, ce serait carrément de faire des documents différents. Donc ça, par exemple, quand on travaille sur des groupes, on peut choisir de faire travailler donc un groupe où on sent qu'ils sont un petit peu plus en difficulté sur la lecture d'un graphique. On va leur donner la version la plus simple. Les groupes où on a des élèves qui vraiment gèrent la lecture d'un graphique, on va leur donner le graphique avec 3 courbes différentes, peut-être une unité un petit peu plus compliquée qu'ils connaissent pas. Donc là, on peut ajuster en leur donnant un support plus ou moins facile à comprendre. Ok, Donc après, ça, c'est à force de connaître les élèves. Donc soit c'est moi qui choisis, et des fois, ça m'arrive de leur proposer 2 versions d'un même document, facile, difficile, et je leur dis, bah, challenge ou pas challenge. Et chaque élève choisit challenge, pas challenge. Ah oui, donc aussi selon leur humeur du jour, ils peuvent Voilà. aussi s'adapter. Bon, des fois, il y en a qui me disent, madame, j'ai la flemme, je veux pas challenge. Donc, ils ont le pas challenge. Puis après, ils voient le voisin, il fait, ah, en fait, j'aurais pu le faire. Bah oui. Mais bon, ils choisissent. Ok, donc là, si je refais le lien avec le début où tu me parlais des savoirs, savoir-faire et savoir-être, tu vas adapter finalement la partie savoir-faire Mm, pour qu'ils aboutissent à la même connaissance, au même savoir à la fin. exactement. C'est ça. C'est qu'on va adapter qu'on va les aider dans le parcours pour cheminer, plus qu'un autre élève qui va réussir à le faire tout seul. Ok, Voilà. Après, il y a des séances où, par exemple, ça va être à eux de résoudre un problème. On leur donne pas du tout de méthode et puis ils vont choisir la méthode qu'ils veulent. Donc c'est eux qui vont choisir est-ce qu'ils veulent représenter les résultats dans un graphique, dans un tableau, dans un schéma, etc. Et puis les élèves un peu plus en difficulté, bah, on va leur proposer plutôt ce mode de représentation-là parce qu'ils y arrivent moins et ils s'entraînent dessus comme ça. ok, très bien. Euh, du coup, ouais, enfin, je regarde mes petites questions. Par rapport à la question suivante, c'était est-ce que c'est toi qui cibles les élèves pour aller sur un niveau A ou B, ou est-ce que c'est chacun qui choisit? Si je comprends bien, c'est plutôt chacun qui choisit, mais si tu vois qu'il y en a un qui est en difficulté, ben, tu peux aussi aller lui proposer, quoi. Alors ça dépend. Globalement, c'est plutôt moi qui choisis quand même. D'accord, Et après, certains cours, je leur laisse choisir. ok. Mais c'est quand même assez difficile pour eux de savoir où ils se situent. C'est un peu tout le challenge du truc, c'est est-ce que tu penses que tu es en réussite là-dessus ou pas? Mhm. Et des fois, pour eux, c'est difficile de savoir. D'accord. Donc, sur les contrôles et le plus gros des activités, c'est moi qui vais leur proposer l'aide si je vois qu'ils sont en difficulté. Et puis, ça arrive que ponctuellement, l'activité, ils aient le choix D'accord. du niveau qu'ils veulent.
Du coup, les boîtes coup de pouce, elles sont pas accessibles à tous les élèves. C'est ceux qui ont un PAP, Si, si, PPRE. si, c'est accessible à Si. tous les élèves, mais globalement, c'est plutôt les élèves en difficulté qui vont aller les chercher. Ok, ça marche. Et ben écoute, on arrive à la fin de l'interview, donc si j'ai essayé de résumer un peu ce que tu m'as dit. Donc toi, pour créer des expériences mémorables avec tes élèves, ta cible, tes utilisateurs, tu t'y prends, enfin tu mets une grande place sur finalement la relation sociale que tu as avec eux, la relation que tu développes avec eux, pour qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent dans un environnement où ils peuvent apprendre et où ils sont détendus pour apprendre. Et puis qu'ils t'aiment bien et du coup ça participe finalement au fait d'avoir envie de venir et donc d'être à l'écoute. Tu mets une place importante sur le scénario pour avoir quelque chose d'un peu fun et qui sort un peu de leur quotidien, qui les emmène dans de l'imaginaire pour qu'ils s'en souviennent aussi. On a parlé de l'aspect, même si c'est un peu anecdotique, mais ça contribue quand même, de l'aspect des petites récompenses, des petits stickers, des petits tampons, le fait de manipuler le matériel. Donc, toutes ces choses, elles contribuent à la mémorabilité de tes contenus et aussi enfin, finalement, de l'expérience qu'ils vivent avec toi. Sur la partie conception, si j'essaye de faire des liens avec mon métier, pour le coup, on est assez éloigné dans le sens où, moi, dans mon métier, il y a une grande part qui va être de l'exploration des besoins, de qui sont qui est ma cible, quel est leur contexte, pourquoi, enfin, de quoi ils ont besoin dans le logiciel, par exemple, etc. Toi, de toute façon, tu as un programme, donc t'as pas vraiment cet aspect-là d'exploration. Mais par contre, tu as une grande phase de conception qui va être souvent solitaire, mais dans laquelle tu vas un peu brainstormer avec toi-même pour voilà, prendre une petite graine, en faire un contenu intéressant, créer tout ce qui va autour, les documents, et puis ensuite le proposer à tes élèves et l'adapter au fur et à mesure des séances où tu le testes finalement. À chaque séance, tu le testes et puis tu l'améliores, quoi. Et donc là, on retrouve pas mal aussi ce qu'on peut faire nous avec de l'amélioration en continu et du test en continu pour toujours aller vers quelque chose de plus adapté aux besoins de nos utilisateurs finaux. Globalement, nous, on n'invente rien, on prend et on modifie et on améliore en fonction de nos élèves et de ce qu'on a envie de faire. Mais c'est rare que ce soit inventé de A à Z. Oui, tu as mentionné à un moment le fait que bah, il y a certains profs qui partagent leurs cours sur Internet, donc on s'inspire les uns des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi d'ailleurs dans le domaine du logiciel, d'aller s'inspirer de ce que fait la concurrence, de ce que font les autres acteurs sur le marché, dans le même domaine ou dans d'autres domaines d'ailleurs, pour se donner des idées, quoi. Oui. Par exemple, les systèmes de rôle, c'est pas moi qui les ai inventés, je les ai juste adaptés pour ma classe. Mm. Les tampons, les stickers, tout ça, c'est pareil, c'est des petites idées que j'ai chopées à droite à gauche, qui fait que bah, j'essaie de prendre des trucs qui marchent, que je trouve qui marchent. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as testées et où tu t'es dit, bah non, ça fonctionne pas avec mes élèves, je laisse tomber? Ah oui, plein, mais alors là, faudrait que je réfléchisse. Hum, voilà, comme ça, j'ai pas d'exemple précis, mais il y a plein de fois où je teste des trucs, c'est un flop, et puis je laisse tomber, je refais pas les années d'après. Mais alors là, tout de suite comme ça, j'ai pas d'exemple. Faudrait que je réfléchisse. Ok. Bah, si tu as un exemple qui te vient d'ici les deux dernières questions, n'hésite pas. Du coup, on en arrive au mot de la fin. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une expérience utilisateur particulièrement mémorable pour toi? Ça peut être dans le domaine du logiciel ou pas du tout. Alors, je vais refaire référence à la fac, puisque quand on était à la fac, sont sortis à Lyon les premiers Vélov, et c'était une galère pas possible pour les utiliser, puisqu'à l'époque, on n'avait pas d'application sur nos téléphones. On devait déjà trouver les bornes vélo, ce qui n'était pas facile à Lyon. Ensuite, il fallait récupérer un ticket. Une fois sur deux, il n'y avait pas de ticket dans la machine, donc il fallait aller à la borne suivante. Après, on se retrouvait avec nos vélos et on devait chercher absolument une autre borne, mais on savait pas où elle était et souvent elle était pleine, donc il fallait en trouver une autre. Enfin, je me rappelle, les débuts de Vélov, c'était quand même vraiment compliqué. Et je sais pas depuis combien d'années ils ont sorti leur application, mais ça a été quand même la révolution pour tous les utilisateurs de Vlog. Margot, je sais que tu l'utilises au quotidien. Et le fait de pouvoir avoir les bornes sur une map
de savoir où sont les places libres, où sont les vélos libres, maintenant il y a les électriques, d'avoir le compteur. Enfin, c'est juste trop bien, quoi. Mm. Je pense que Vélov se serait écroulé s'ils n'avaient pas fait cette application. Et puis, il n'y a plus besoin, on met la carte, il n'y a plus besoin de mettre la carte avec le code, là, je sais plus, il y avait un code à 12 chiffres. Ouais. Là, tout se fait sur l'application et ça marche super bien. Donc voilà, c'est le genre de petits trucs. Alors, c'est peut-être pas un logiciel, mais application, tu Ouais, considères que c'est... bien sûr, ouais, mais de toute façon, c'était pas obligé le logiciel, mais là, c'est un service en l'occurrence et qui effectivement était incomplet finalement dans sa première version. Enfin, en tout cas, fonctionnait bien. Les vélos, bah, ils roulaient quoi, en tout cas quand ils Oui, étaient en bon état, parce qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de de casse. détérioration. Mais quand ils étaient en bon état, ils roulaient bien. Mais effectivement, il manquait une grande part autour de l'expérience utilisateur pour savoir où sont les stations, savoir où sont les places. Même aujourd'hui, on peut réserver un vélo. Mm. Et quand on regarde sur la map et qu'il n'y en a qu'un seul de dispo à la station à côté de chez nous, on est bien content de pouvoir le réserver. Ah oui, c'est trop bien. On peut même les noter. Donc, je me rappelle le nombre de fois où j'ai pris un vélo, je me suis rendu compte que c'était crevé. Ouais, Au bout c'est vrai. de 2 minutes, je fais, oh non, faut aller reposer. Puis ça marchait pas. Quand on le remettait, fallait attendre, je sais pas si tu te souviens, 10 minutes pour que ça Ah, se peut-être. soit relibre à nouveau. C'était une galère. Maintenant, on pose le vélo, 2 secondes après, on peut en prendre un autre. Ouais, S'il y avait un souci. Et puis, de toute façon, s'il était cassé, on le prendrait pas parce qu'on verrait qu'il a 0 étoile. ouais, Et on peut même dire qu'il est cassé pour qu'ils viennent le réparer. C'est trop bien. ouais. Donc il y a aussi un aspect finalement communautaire qui Mm. participe à cette expérience mémorable. C'est ça. Super. Et ben, très bon exemple. Et ma dernière question, si tu écoutais ce podcast, est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu aimerais écouter raconter son approche pour créer des expériences utilisateurs mémorables? Alors, écoute, du coup, c'est ce que je t'ai dit au début, c'est que j'ai pas trouvé d'idée. Ok, Euh, je suis complètement bloquée sur cette question et j'avoue, j'ai pas d'idée. Ça ne m'est pas venu plus pendant pendant l'interview. l'interview. Ok, Voilà. Et si, par contre, j'ai trouvé une idée de choses qui n'avaient pas du tout marché avec mes élèves allez, je te et que prends j'ai ça. abandonné du coup. Je te prends ça à la Voilà, place. je change. Euh, dans mes fiches méthodes, j'ai testé des évaluations par critères. Donc, plutôt que de mettre 1 point s'il a bien fait ça, un 0,5 point s'il a bien fait ça, c'est plutôt des évaluations de type mon dessin d'observation est clair, mon dessin d'observation ne fait pas très bien passer le message scientifique ou mon dessin d'observation n'est pas du tout visible. Et je m'étais lancée dans un truc de critères avec des boîtes où ils devaient choisir dans quelle boîte ils se situaient. Enfin, un truc complètement horrible à comprendre. J'ai testé une année, les élèves ne comprenaient pas comment s'évaluer. Et c'est le genre de truc que j'ai abandonné parce qu'il y avait des plus, des moins dans tous les sens. Même moi, à la fin, je n'y comprenais plus rien. Donc j'ai en fait simplifié au final le système d'évaluation. J'étais partie beaucoup, beaucoup trop loin. Ok. Donc Donc des fois, on revient en arrière. pour l'auto-évaluation, c'est ça? C'est ça, c'était de Ouais, l'auto-évaluation. Comment savoir si j'ai réussi mon dessin ou pas? d'accord. Non, j'étais partie vraiment très très loin. Et puis maintenant, quand je re-regarde ce tableau, faudrait que je te le montre, il y a une quinzaine de plus, de moins. C'était un peu une arborescence en fait. Ouais, Mais les élèves, ils comprenaient rien. d'accord. Et puis je me suis dit, non mais ça, c'est trop compliqué. Ça marche pas. Ok, super intéressant. Eh ben écoute, merci Céline pour cet échange très riche et qui vient conforter en fait plein de choses que j'ai pu observer à travers les précédentes interviews, hein. Tout ce qu'on a dit sur le rôle bah, du lien social, le rôle des récompenses, d'interagir avec l'environnement, du scénario, enfin d'avoir quelque chose d'amusant euh, avec une histoire finalement. Tout ça, c'est des choses qui étaient sorties à droite à gauche et que là, tu remets tous ensemble dans ton expérience en tant qu'enseignante. Donc, ça donne des pistes pour n'importe qui voudrait créer des expériences mémorables. Donc, je te remercie. Merci. Merci à toi de m'avoir accueilli dans ton podcast. Merci d'avoir écouté le podcast Cogito Ergo Sum. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur X ou LinkedIn. Retrouvez-moi également avec du contenu exclusif sur TikTok. Si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito@gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité.
Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.